chers collègues médicaux, paramédicaux, chers administratifs, chers directeurs, chers tout le monde et chers non-soignants, puisque nous avons le plaisir d'avoir aussi des non-soignants avec nous aujourd'hui. Eh bien, c'est un grand plaisir de pouvoir modérer cette session sur la réanimation en 2025, réanimation dont nous avons plusieurs représentations de notre groupe hospitalo-universitaire, des réanimations générales, des réanimations spécialisées, des réanimations pédiatriques. Et le programme d'aujourd'hui va parler justement des enjeux et des défis de notre réanimation en 2025, avoir un regard sur la réanimation pédiatrique, la recherche paramédicale et l'innovation en réanimation, parler de mieux vivre les réanimations qui est à cœur de chacun des soignants ici connectés et puis ceux aussi qui sont en train de faire le travail pendant que nous avons notre session. Et puis nous aurons le plaisir d'avoir une introduction par notre directeur général Vincent-Nicolas Delpech et une conclusion par le professeur Rusniewski, notre directeur du FR. Et sans plus tarder, je passe la parole à monsieur Delpech, notre directeur général. Merci Elie Azoulay. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous pour ce 6e rendez-vous du groupe hospitalier universitaire. Ce rendez-vous mensuel nous permet de partager notre projet, nos réflexions avec toutes les équipes médicales et paramédicales du GHU, mais aussi, et vous le savez, avec nos partenaires de ville, nos collègues des GHT. Et c'est avec grand plaisir que je salue la présence du docteur Da Silva, patron de l'AREA du centre hospitalier Robert Ballanger, qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi avec les patients pour lesquels nous tenons, vous le savez, à chaque rendez-vous du GHU, de les associer en direct. Et merci Lorraine Messeka de votre présence et d'avoir accepté de modérer ce rendez-vous avec Elie Azoulay. La thématique d'aujourd'hui sur la réanimation en 2025 est pour moi l'occasion évidemment de rappeler la mobilisation et l'engagement de toutes les équipes des services de réanimation placées en première ligne depuis 16 mois et de saluer toutes les réas et notamment la réa pédiatrique de Robert Debré qui a à 2 reprises porté main forte à toutes les autres équipes et qui a pris en charge donc des patients adultes durant cette crise sanitaire. Nous avons fait face et c'est d'abord grâce aux réanimations que nous avons pu tenir. Aujourd'hui, nous allons nous projeter dans une réflexion sur la réanimation en 2025 et grâce au programme qui a été réalisé par Jean-Damien Ricard, Fabrice Chandlisek et Étienne Gaillat, et merci à eux trois de ce travail préparatoire. Réflexion et projection qui va nous permettre de partager les enjeux de la réanimation. La réanimation ou les réanimations, c'est un secteur à part dans nos hôpitaux, à forte criticité de soins, à forte attractivité pour les personnels souvent, mais avec aussi des difficultés de fidélisation parce que le métier y est difficile. Et bref, c'est un concentré assez extraordinaire d'ailleurs de nos activités de soins et de la relation aussi avec les patients et avec leurs familles. Donc, je suis très heureux d'introduire ce rendez-vous d'aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être connectés à cette heure de déjeuner habituel ou de pause et je m'en réjouis. Je vous souhaite donc tous, à toutes et à tous, un très beau webinaire, un très beau rendez-vous sur les réanimations en 2025. Merci à vous et je vous repasse la parole, Elie et Lorraine Messeka. Merci à vous. Merci monsieur Delpech et justement je laisse Lorraine parler, se présenter et nous apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, professeur. Alors, vraiment, très rapidement, je me présente. Je m'appelle Lorraine Messeka, j'ai 35 ans et je suis une patiente assidue, très fidèle des hôpitaux de Paris depuis bientôt 10 ans. Enfin, depuis 10 ans, oui. Donc, je suis tombée malade à 25 ans. Je vous dis très rapidement mon histoire pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. J'ai fait une endocardite à 25 ans nécessitant une valvuloplastie, mais elle s'est compliquée, l'opération s'est compliquée d'une microangiopathie thrombotique où mon cœur et mes reins se sont arrêtés. Donc, après 2 mois de coma artificiel, j'ai eu
eu une première greffe cardiaque, puis 6 mois après, une greffe rénale d'un don de ma mère, puis 6 mois plus tard, une seconde greffe cardiaque, car le cœur greffé en premier était un peu faible. Donc en tout, je suis restée 6 mois et demi dans diverses réanimations de l'hôpital Saint-Louis et de l'hôpital Bichat. Aujourd'hui, je suis également investie dans plusieurs initiatives à l'hôpital. Je suis patiente référente, patiente experte, je ne sais pas trop comment on dit. J'accompagne le déploiement de l'éducation thérapeutique pour l'HDJ de transplantation cardiaque. Je suis également membre d'un forum de patients de la Société européenne de cardiologie. Et puis, comme je travaille à plein temps à côté, je suis chargée de projet RH dans une entreprise, dans une grande banque française. J'essaye de développer un partenariat avec la PHP, de faire du mécénat de compétences entre la banque avec laquelle je travaille et la PHP, et j'espère que ça va aboutir. Pourquoi je suis là? J'imagine, on m'a invitée pour apporter mon regard de patiente et peut-être une maigre contribution à comment est-ce que l'AREA pourrait être mieux vécue par les patients. Et donc, voilà, au nom de tous les patients, je vous remercie infiniment de m'avoir invitée, et ça témoigne d'une écoute et d'une posture d'écoute vraiment assez extraordinaire. Quand on sort de l'hôpital, vous vous rendez peut-être plus compte, puisque vous, c'est votre métier, le cœur de votre métier, mais de l'extérieur, cette position d'écoute est très humble, et donc je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Lorraine. Au nom de nous tous, de nous tous soignants, de nous tous médecins, infirmiers, aides-soignants, administratifs, tout le monde, on tient à vous remercier parce que nous apprenons de vous des éléments de comment est-ce que nous pouvons mieux faire. On vous redonnera, si vous le voulez bien, la parole tout à l'heure au moment de mieux vivre la réanimation, parce que le retour des patients et de leurs familles, c'est vraiment ce qui permet de nous guider vers le mieux. Et merci beaucoup d'être là. D'abord, ça nous fait énormément plaisir de vous voir et de vous voir aussi bien. D'une part, comme vous le dites vous-même, vous avez été malade. Aujourd'hui, vous allez bien. Et on va voir ensuite ce que vous avez à nous apprendre de comment vous allez aujourd'hui. Mais votre présence aujourd'hui est extrêmement précieuse. Merci d'être là. Merci. Et j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Jean-Damien Ricard. Merci beaucoup, Élie. Donc, nous avons voulu un premier exposé autour du CHU tourné vers les territoires. Cette crise nous a montré l'importance des connexions entre les équipes, des échanges d'informations, des aides et des entraides en termes de personnel. Et donc, c'est ce premier… voilà, cette première présentation qu'on a souhaité pour se projeter et profiter des leçons qu'on a eues de cette crise pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux envisager la réanimation dans les années à venir. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer cette session donc, avec Arnaud Faucrier, qui est anesthésiste réanimateur, qui travaille à l'hôpital Beaujon, mais également, et c'est avec cette casquette qu'il est avec nous aujourd'hui, référent soins critiques de l'ARS Île-de-France, et Daniel Da Silva, qui est chef de service de réanimation au centre hospitalier de Saint-Denis. Donc, on va faire cette présentation à 3 voix et c'est Arnaud Faucrier qui commence. Merci. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ce webinaire. Alors, je vais commencer par essayer de vous décrire de la façon la plus simple une offre de soins qui est finalement complexe. Et donc là, j'ai représenté sur cette diapositive donc, les sites où sont implantés les différents services de réanimation en Île-de-France. Alors, volontairement, on ne peut pas tous les distinguer, c'est pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. Il y a évidemment les sites de réanimation de Intramuros qui sont localisés dans le nord, l'est et le sud essentiellement de la capitale. Si on s'intéresse, qui sont concentrés au niveau de l'AP-HP, bien sûr. Si on regarde les sites de réanimation de la Petite Couronne, cette fois-ci, on voit qu'il y a une implantation qui se fait tout autour de Paris Intramuros, avec une concentration assez forte, cette fois-ci au niveau de l'ouest parisien, donc au niveau du département des Hauts-de-Seine. Quelques sites de la PHP, bien sûr, encore Petite Couronne, et puis plus loin, donc la Grande Couronne, cette fois-ci. Et les sites de réanimation suivent finalement l'évolution de la densité de la population, donc il y a moins de sites de réanimation. Il y a des départements qui sont moins dotés en termes de lits de réanimation, et on pense notamment au Val d'Oise et puis aussi à la Seine-et-Marne qui n'ont pas une densité de lits de réanimation très importante. Toutes ces réanimations cliniques entre elles, par le biais de partenariats privilégiés, de conventions, de spécialités qui se recoupent, et c'est ce que j'ai voulu matérialiser par ces flèches. Il faut savoir que, et
passer la diapo suivante, le maillage territorial finalement est complexe. Alors, évidemment, il y a les sites de réanimation implantés dans Paris, autour de Paris, Petite Couronne, Grande Couronne. Et évidemment, les prises en charge des patients qui habitent dans la région francilienne se font de façon a priori logique par rapport aux hôpitaux dont ils dépendent. Mais finalement, il y a un découpage administratif que l'on connaît bien, qui est représenté donc par Paris Intramuros 75 et puis 93, 92, 94. Mais vous voyez là, par ces couleurs, il y a le véritable découpage qui nous permet de voir où sont pris en charge les patients, dans quel GHT, dans quel type de structure en fonction de la commune à laquelle ils appartiennent. Vous voyez par exemple qu'en bleu, la PHP, donc en termes de soins critiques, draine la population essentiellement donc, de Paris Intramuros et puis du nord-ouest de la Petite Couronne, c'est parce qu'il y a l'hôpital Beaujon, l'hôpital Louis Mourier, Bichat aussi bien sûr, et puis une partie de la population francilienne qui jouxte Paris au niveau du Val-de-Marne, qui est drainée par la PHP. C'est aussi, bien sûr, parce qu'il y a les hôpitaux du sud et puis de l'est, avec notamment Henri Mondor. Quand on s'intéresse spécifiquement au nord, on voit qu'il y a globalement 3 GHT qui sont impliqués dans la prise en charge des patients critiques, les GHT Plaine de France, le GHT Sud-Val d'Oise Nord-Hauts-de-Seine, donc qui regroupe les hôpitaux d'Argenteuil et de Aubonne, et puis le GHT Novo qui est un petit peu plus loin. Et vous voyez que le drainage qu'exercent ces GHT sur la population ne suit strictement les limites départementales et donc déborde un petit peu. Et puis pour le territoire donc Val d'Oise, eh bien, la population est scindée en deux et va bénéficier de prise en charge en soins critiques dans les 2 GHT principaux du Nord. Vous voyez aussi sur cette cartographie, qui n'est pas si simple à lire, mais qu'il y a des communes qui sont donc habitées par des patients qui vont être pris en charge par des hôpitaux, parfois qui ne sont ni des GHT ni la PHP, et puis parfois qui sont des communes qui vont donc être à l'origine de séjours dans plusieurs types d'hôpitaux. Ce sont les communes qui sont symbolisées en rouge. En termes de grandeur, d'ordre de grandeur sur le capacitaire, si on regarde les hôpitaux universitaires du Nord et puis les 3 GHT principaux du Nord, il y a 200 lits de réanimation, ce qui représente 16% de l'offre de réanimation francilienne, environ 80 lits d'USC et 200 lits d'unités de soins intensifs. Et là, c'est le périmètre de réanimation adulte que j'ai fait figurer là. Voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, si on maintenant regarde un peu les perspectives, c'est très schématique, hein, mais en 2020 et jusqu'à la crise sanitaire, on avait l'habitude, et on a toujours un peu l'habitude, de distinguer les soins critiques comme 3 unités qui fonctionnent un peu à côté les unes des autres. Il y a la réanimation, bien sûr, il y a les soins continus à côté, et puis il y a les soins intensifs plutôt spécialisés. Alors, on pense aux soins intensifs neurologiques, aux soins intensifs cardiologiques, aux soins intensifs néphrologiques. La crise, en tout cas, un des enseignements, nous a montré que ces structures ne doivent pas être étanches et doivent peut-être, dans une certaine partie de leur fonctionnement, en tout cas, collaborer, même parfois se confondre. Et puis en 2025, peut-être que les périmètres vont un petit peu changer, c'est-à-dire que soins continus tels qu'on les connaît actuellement vont déjà probablement changer de nom, peut-être qu'ils vont s'appeler soins intensifs polyvalents. C'est en cours d'écriture, un nouveau décret est en cours d'écriture et donc de rédaction et de publication, a priori, l'année prochaine. Et à côté donc, de ces soins intensifs polyvalents qui seront adossés avec des coopérations très fortes avec les unités de réanimation, il y aura toujours les soins intensifs donc, spécialisés avec des filières privilégiées, essentiellement constituées par donc, neurologie, cardiologie, néphrologie, mais aussi on pense à des filières très spécialisées comme l'hématologie. Et donc on voit que probablement il va y avoir un rapprochement des coopérations plus fortes ces 3 types de structures. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes organisationnels, on peut considérer donc ces grands changements. En termes d'enseignement,
Alors, la crise sanitaire a fait réfléchir évidemment beaucoup de décideurs, mais aussi beaucoup de médecins, bien sûr, sur la façon d'aborder le futur. Une revue très récente, écrite par un collectif de médecins réanimateurs internationaux, a produit ces constatations et essayé de montrer ce qui doit maintenant peut-être réalisé, en tout cas réfléchi, pour améliorer la prise en charge des patients dans le futur. C'est un ensemble de grandes orientations qui ne sont pas à mettre les unes à côté des autres, mais qui doivent fonctionner probablement ensemble. Il est question évidemment de ressources humaines, d'augmentation effective du capacitaire de soins critiques. On l'a vu pendant la crise, ça s'est fait de façon coordonnée, progressive, mais il a fallu même réfléchir correctement à la meilleure façon de faire. Évidemment, réfléchir à tout ce qui est de l'ordre de la transformation digitale et puis bien cadrer les problématiques de priorisation de patients en charge et améliorer encore et toujours les questions éthiques nécessaires et inhérentes à la prise en charge des patients critiques. Vous voyez, donc, il y a des réflexions globales issues du monde médical, bien sûr, pour la réanimation de demain, sans pour autant aboutir, et c'est le petit dessin qui figure à gauche, à des excès de technicité qui peut-être peuvent être pensés, réfléchis comme une utopie, mais qui ne doivent pas à eux seuls refléter doit être la réanimation de demain. La réanimation de demain, c'est surtout un ensemble de compétences et de coopération d'équipes, d'humains qui doivent travailler ensemble pour produire les meilleurs soins. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi évidemment dans la révolution numérique qui est en cours, essayer d'améliorer les techniques de prévision d'occupation des lits. Je vous mets là un programme qui a été développé à l'ARS Île-de-France et qui a permis d'avoir une vision à 7 jours de ce que donnera l'occupation des lits, qu'elle soit liée à la prise en charge de patients pris en charge pour le Covid, mais aussi les prises en charge réanimatoires sur de l'activité non programmée et programmée, et qu'on peut schématiquement essayer d'approcher l'occupation des lits, le degré de saturation. Tout ça s'inscrit dans une démarche donc de prospective et de prévision de l'activité avec des algorithmes qui doivent être mis à jour et évidemment alimentés en temps réel. Donc on est sur des programmes comme ça, d'essayer d'avoir une meilleure lisibilité sur le futur proche et puis on espère fiabiliser le futur à moyen terme. Diapo suivante. Ah oui, et donc le lien se fait avec l'expérience de la réanimation du centre hospitalier de La Fontaine, mais je crois que Elda Silva a des problèmes pour se connecter. Alors, je ne sais pas s'il est déjà connecté ou s'il n'y arrive pas. Et sinon, peut-être qu'on peut… Arnaud oui, si, il est connecté, donc on entend. Voilà. Oui, bon. Daniel, je te laisse la main. Écoute, voilà, donc on est en plein dans le sujet. Bonjour à tous et excusez-moi de ce retard. Donc du coup, je me connecte avec mon téléphone puisque, pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à accéder à la réunion par Zoom depuis mon poste ici dans mon bureau. Donc du coup, je ne sais pas où tu en étais dans la présentation. Je suis désolé. On en est à ta partie, Daniel, donc on te laisse dérouler ta partie. Si D'accord. Alors, comme je suis par téléphone, donc du coup, je n'ai pas de vision, je ne vois pas la présentation. On en est à l'expérience de la réanimation, organisation territoriale et l'ARS, transfert, ECMO. Tout à fait. Ouvrir ton PowerPoint. D'accord, donc je te laisserai passer les diapos et puis au fil de… Alors en effet, du point de vue, alors on est bien sur le sujet, réanimation 2025, comment dans un contexte territorial qui est le nôtre, l'interaction CHU et CHG et fort de notre expérience de cette année et demie, bientôt, qui vient de passer, Covid. Alors, concernant l'organisation territoriale, enfin voilà, moi je voulais mettre l'accent sur des choses qui ont, pour moi, ont vraiment été d'une utilité extrême, enfin qui ont vraiment très 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 bien marché. Je parle
justement des outils de régulation et d'aide centralisée, notamment par l'ARS, et notamment, je pense, à la cellule ARS qui nous a aidés pour les transferts, les transferts de patients qu'on ne pouvait plus prendre en charge dans nos lits critiques du fait de nos saturations. Ça a été d'une efficience et d'une efficacité extraordinaire. Je citerai l'exemple notamment aussi pour les discussions sur les indications d'ECMO VV. Enfin, nous faisons partie des centres ECMO répertoriés, et le fait d'avoir comme ça avoir des outils qui permettaient de centraliser les interactions et les discussions était vraiment extrêmement utile. Et en effet, c'est des choses que cette crise a permis en effet d'exploiter pleinement. Alors, sur la diapo suivante, on parle donc du coup de la réanimation en 2025. Je pense qu'il est aussi été intéressant de dire un mot sur les organisations locales, enfin l'organisation des services et des ressources humaines. Alors, sur notre expérience sur Saint-Denis, nous sommes un service relativement récent, puisque notre service a été reconstruit il y a 2 ans, avec tout un projet, à mon sens, assez innovant, enfin, en termes d'organisation et que ce soit architectural et des ressources humaines, avec des éléments qui, en effet, qui rejoignent ce que Arnaud a montré précédemment sur les premières diapos, c'est-à-dire le fait d'être une organisation en mixage des activités réa-USC nous a été très aidant, enfin, en tout cas, nous a donné une capacité d'adaptation importante, enfin, pour répondre à la demande et aux besoins de lits de réanimation. La sectorisation, le fait de sectoriser les unités dans un même service a été en effet une grande aide, notamment pour la répartition des ressources humaines en fonction de la charge et notamment dans le plan de montée en charge, que ce soit dans la montée comme dans la descente. On a vu que ça nous a été très utile parce qu'on a pu répartir les ressources de façon différente dans les unités selon la demande. Le binôme IDE-AS, je pense que ça devrait plus être un sujet en réanimation, hein, et en effet, c'est en lien avec le point suivant qui est le ratio IDE-patient qui actuellement voilà, on est encore sous cette réglementation de 2 IDE pour 5 patients et qui à mon sens est complètement obsolète et qu'il faut absolument revoir justement pour nous donner des capacités d'adaptation selon les besoins. Sur la diapo suivante, alors bien évidemment, les outils de communication et de travail collaboratif ont eu un boom extraordinaire. Hein. Ceci dit, les choses ne sont toujours pas parfaites. Hein. La preuve en est les problèmes de liaison aujourd'hui. Je parle de Teams, j'aurais pu parler de Slack ou d'autres choses. Hein. Alors, il est curieux de voir qu'en 2018, j'avais demandé à notre DSI, en effet, de nous déployer un outil de travail collaboratif. Alors, en l'occurrence, c'était Slack. Et donc, ils ont trouvé ça très intéressant et très bizarre, enfin, qu'on ait cette demande. Et aujourd'hui, j'ai échangé pas plus tard que la semaine dernière avec un collègue psychiatre de la paix qui me disait ce qui nous semblait, ce qu'on aurait pu imaginer impossible il y a 2 ans, là, même pour nous les psychiatres, est devenu quelque chose de tout à fait faisable et que maintenant que l'on fait couramment. Un petit mot sur Ortif, juste pour dire qu'en effet, il y avait déjà quand même des outils collaboratifs au sein du territoire, notamment dans ces interactions entre le CHU et le DGH, qui est un outil extrêmement performant et utile. Autant j'ai l'impression qu'en CAG, on s'est approprié assez facilement. C'est vrai qu'au niveau des CHU, c'est surtout avec les grandes gares de Neurochir que ça marche bien, mais on a toujours des difficultés. Il y a quand même encore des difficultés pour échanger notamment des gros dossiers de l'image avec des autres interlocuteurs. Bon, la télémédecine, je laisserai Jean-Damien en parler tout à l'heure. Et puis, je conclurai sur un point qui est pour moi un enjeu majeur justement dans cette thématique de la réanimation 2025, les interactions entre les hôpitaux généraux et les CHU dans notre sujet territorial, c'est la recherche clinique. La recherche clinique,
qui va faire l'objet justement chez nous, enfin là actuellement, la distribution des crédits mérites font l'objet d'une réforme, donc on ne sait pas trop bien à quelle sauce on va être mangé nous au niveau des CHG. Les CHG ont un rôle très important à jouer dans la recherche. Nous sommes nous-mêmes investis dans la mise en place d'entrepôts de données de santé. Et il faut absolument encourager, je pense, ce type d'initiative et puis encourager les CHG à avoir dans ce travail collaboratif pour la recherche clinique avec le CHU. Voilà, je finirai par ici. Je vous remercie de votre attention et puis je passe la parole à Jean-Damien pour le suite de la présentation. Merci beaucoup, Daniel. Un des points clés qui nous paraît important pour cette réanimation du futur et qui a été clairement mis en exergue lors de cette crise, c'est la nécessité du maillage territorial et de l'interconnexion et de l'entraide entre les établissements, à la fois ceux qui étaient pourvus d'une réanimation d'une unité de surveillance continue et les autres, pour aider à la régulation des patients et de faire en sorte que, en fonction des degrés de gravité, les patients arrivent au meilleur endroit pour être soignés au mieux. Et donc, pour y contribuer, a été montée une cellule de téléexpertise que vous voyez illustrée ici sur la diapositive, l'aide distancielle Covid au transfert en réanimation, portée à la fois par la PHP, l'ARS et les 2 collégiales de médecine intensive réanimation et d'anesthésie réanimation, avec un comité de pilotage auquel j'ai eu la chance de participer. C'était cette expérience que je voulais vous montrer. Donc l'idée, c'était d'avoir un numéro de téléphone unique, H24, qui permettait que systématiquement, un médecin dans un établissement qui n'était pas pourvu de réanimation puisse discuter avec un réanimateur de l'indication et de la meilleure transfert de son patient. Diapositive suivante. Donc voilà, un numéro unique. On recevait, il y avait une garde H24 et chaque médecin de garde recevait directement sur son téléphone donc une demande de connexion. Au départ, on avait souhaité pouvoir la mettre avec Ortif et puis finalement, ça a été plus simple de le faire directement par le lien téléphone, mais c'est certainement un sujet à discuter comme l'a évoqué Daniel. Et puis donc, on avait cet échange avec le médecin sur place pour évaluer la gravité et l'indication de la réanimation. L'intérêt, c'était que le patient était donc évidemment vu par son médecin et expertisé par le réanimateur, et avec, après une décision, vous voyez sur la diapositive en bas à gauche 3 codes couleurs, une indication de transfert en réanimation, une décision de non-transfert en réanimation ou alors une décision d'attente en fonction de la situation du patient, d'avoir éventuellement des examens complémentaires. Et il y avait un relais entre chaque équipe de garde de façon à ce que les dossiers qui étaient prévus en attente puissent être réévalués le lendemain, encore une fois, pour décider ou non du transfert en réanimation. Diapositive suivante. Donc, il était très important, évidemment, que nous ne nous substituions pas au SAMU, et donc ont participé au comité de pilotage, évidemment, Pierre Carly, le chef du service du SAMU 75, pour que justement nous ne soyons pas en concurrence avec la cellule de régulation du SAMU. Et donc, très clairement, systématiquement, lorsque nous avions un confrère dans une structure de soins sans réanimation, la première question, c'était est-ce que oui ou non, votre patient relève d'une indication immédiate en réanimation avec une détresse vitale? Et si la réponse était oui, à ce moment-là, on redirigeait notre collègue vers le SAMU. Nous n'étions vraiment pas là pour faire de la régulation, mais vraiment une expertise pour décider ou pas du transfert en réanimation en fonction du degré de sévérité du patient, de ses comorbidités et de son âge. Et donc, vous revoyez les codes couleurs, hein, feu vert, l'indication à la réanimation, et puis le feu rouge, non-réanimation, et puis en orange, la nécessité d'avoir une réévaluation qui pouvait être faite. Diapositive suivante. Et donc, nous avons eu plus d'une trentaine de téléexpertises qui ont été faites, qui ont permis d'éviter à près d'un patient sur 2 d'être adressé, entre guillemets, au mauvais endroit, donc en réanimation. Et donc, nous avons souhaité avoir un retour d'expérience par les différents collègues qui ont appelé cette
cette cellule. Et vous voyez sur cette diapositive les retours qui ont été faits, à la fois sur l'accueil qui a été jugé très positif ou positif dans la grande majorité des cas, la pertinence de l'avis rendu par l'expert, là encore, des retours tout à fait encourageants. Et puis, nous avons souhaité orienter un petit peu ce questionnaire de satisfaction vers le futur, avec l'idée de est-ce que ça vous a aidé dans la prise en charge des patients, et là encore, un avis tout à fait favorable. Et puis, ce qui nous paraissait surtout important, est-ce qu'il y avait un souhait de pérenniser cette formule? Et là encore, dans la très grande majorité, les répondeurs ont souhaité qu'on puisse pérenniser cette structure. Diapositive suivante. Et donc, l'idée, c'est que éventuellement, cette plateforme aidée puisse aider à la prise en charge des patients non Covid dans leur structure. Et donc, nous sommes en train de réfléchir, là encore au niveau de l'ARS et de la PHP, comment pérenniser cette structure de façon à ce qu'on réponde à ce besoin d'aide à la décision d'admission en réanimation. Et ça rejoint les questions de maillage territorial, des unités de surveillance continue sans réanimation, et puis, comme je l'ai dit en introduction, toutes les structures qui n'ont pas du tout de structure de soins critiques. Dernière diapositive. Je vais peut-être laisser de nouveau la parole à Arnaud pour faire cette conclusion. Oui, merci. Une solution très simple, hein, mais globalement, on a l'impression que c'est peut-être valable pour un certain nombre de secteurs de l'offre de soins, mais pour l'offre de soins critiques telle qu'on la connaît, telle qu'on voudrait qu'elle soit améliorée, il y a 4 éléments principaux qui semblent émerger. Donc, connaître le maillage territorial, c'est essentiel. Et donc, ça, c'est le travail de l'ARS, évidemment, mais aussi en partenariat avec les délégations départementales et puis les acteurs de terrain qui connaissent bien leurs hôpitaux et les structures avoisinantes. Que ce territorial soit évidemment bien intégré, que les informations qui proviennent de l'activité des différents établissements soient connues, analysées, partagées, qu'il n'y ait pas d'opacité sur ce que font les uns et les autres, et qu'on puisse communiquer au mieux. Il va falloir probablement encore innover, avoir des idées dans la façon d'être moderne, sans l'être trop. Et puis, évidemment, connecter. Donc, connecter, c'est la notion de réseau à améliorer entre les différentes structures, et tout un travail qui doit être fait encore en Ile-de-France sur la juste connexion des différentes unités de soins critiques. Et on pense évidemment aux unités de soins continus qui sont peut-être isolées, un peu trop isolées, et qui ne savent pas tellement où et comment pouvoir se rattacher à des unités de soins critiques support. Voilà. On en a terminé, peut-être qu'on a un petit peu débordé sur le temps, mais c'était les principaux messages qu'on voulait délivrer. Merci beaucoup Arnaud, merci Jean-Damien, merci Daniel. On a en effet un peu débordé sur le temps, donc on va sans plus attendre passer la parole à Stéphane Dauger, chef du service de la réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré, pour avoir une perspective de ces réanimations souvent, et de ces réanimateurs d'ailleurs, souvent moins bien connus du grand public. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Élie, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de rattraper un petit peu. Je vais vous présenter ici avec mes 2 collègues qui sont dans mon bureau, comme vous le voyez, qui sont les 2 infirmières référentes, l'exemple de notre fonctionnement dans le nord-est parisien depuis maintenant 6-7 ans, sous l'égide de l'ARS. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Juste un petit mot sur la réanimation pédiatrique. Nous avons eu la chance en 2014 d'avoir une reconstruction complète de notre service. Et nous avions déjà arrêté l'activité néonatale en 2006. Et en 2014, les chambres doubles qui étaient construites pour des nouveau-nés ont été transformées en 20 chambres individuelles dans un service qui tourne maintenant depuis 7 ans et dont je crois globalement, je puis dire, sous contrôle de mes collègues, qu'on se sent plutôt bien. Et on a cette chance-là d'avoir un service, comme vous le voyez là, plutôt très fonctionnel, avec une fluidité qui s'adapte aux épidémies hivernales. Et dans ces 20 chambres individuelles dans lesquelles les familles sont présentes tout le temps, on passe de 12 lits de réa et 8 lits de surveillance continue l'été, dans la période un peu plus calme, à 20 lits de réanimation. Et donc, c'est aussi l'adaptation des personnels paramédicaux pour arriver à faire fonctionner les lits et répondre aux besoins qui sont très importants en réanimation pédiatrique de novembre à février en général tous les ans. L'exemple des 18 mois écoulés, on peut un petit peu différent, comme vous vous en doutez. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, cette réanimation est la seule réanimation du GHU en pédiatrie et maintenant la 2e avec Necker pour l'université. Vous voyez notre nombre d'admissions qui est de l'ordre de 1100 à 1200 par an sur les 5 dernières années.
J'ai signifié en rouge ici, d'après les décrets 2006, ce qui définit une réanimation pédiatrique spécialisée, avoir plus de 400 patients par an qui ont un acte marqueur de réanimation, qui, en réanimation pédiatrique, je pense un peu comme en réanimation adulte, mais nous très fortement, est l'acte de ventilation, qu'elle soit invasive ou non invasive, et bien évidemment aussi les vasopresseurs et les états de choc ou d'autres gestes qui qualifient la réanimation. Et puis, comme ça a été dit par notre directeur tout à l'heure, nous avons participé à tenter d'aider un petit peu nos collègues adultes à 2 reprises sur les 2 vagues précédentes de Covid, en montant d'autres lits de réanimation à côté de ceux-là pour accueillir à la fois la réanimation pédiatrique et la réanimation adulte pour 32 puis 14 malades cette année. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît. Juste quelques points. Voilà la répartition entre la réanimation et l'unité de surveillance continue. Un changement qui est récent et depuis sans doute la mise en place de ces USC de territoire, c'est qu'alors qu'avant nous avions il y a 5 ans à peu près 55% d'entrée de l'intérieur de l'hôpital, d'admission de l'intérieur, on a basculé quasiment l'année suivante, et c'est maintenant complètement fiable, à 45% qui viennent de l'intérieur de l'hôpital et 55% qui viennent de l'extérieur de l'hôpital. Et on arrive là, on commence juste à avoir des statistiques qui nous permettent de regarder les flux avec les 10 unités de surveillance continue pour lesquelles on travaille. Je me suis permis de faire ce descriptif parce que là aussi, les collègues de réanimation adulte et puis les familles s'y reconnaîtront. On n'est pas du tout ni dans les mêmes pathologies, ni dans les mêmes durées de séjour, ni dans les mêmes façons d'aborder les malades en termes de comorbidité. Donc, c'est purement descriptif pour que se resitue un peu. Vous voyez que 50% de nos patients ont moins de 2 ans. Notre âge moyen est à 4 ans et 6 mois. La cause respiratoire dans 55% des cas. Comme je vous l'ai dit, ventiler plus de 48 heures, c'est 56% de nos patients de réanimation, et avec des durées de séjour et des mortalités qui n'ont rien à voir du tout avec ce que vivent nos collègues de réanimation adulte. Et je vous ai signifié à la fin aussi les choix et les accompagnements de fin de vie qui sont présentés ici, on en reparlera. Tout ça, encore une fois, je me permets d'insister, hors néonatologie, parce que je sais que quand même, quelquefois, nos collègues mélangent un petit peu. La néonatologie, c'est d'autres services, d'autres réseaux de collègues spécialisés pour les enfants prématurés ou pour les nouveau-nés. Nous avons quelques patients de chirurgie néonatale lourde. On en a plusieurs en ce moment. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Sur les pathologies, alors, on pourrait dire comme ça, j'ai toujours l'habitude de le présenter comme ça, on a une réanimation pas deux. On ne fait pas de neurochir, on ne fait pas de chir cardiaque, on ne fait pas de transplantation hépatique et pas de polytrome. Alors, quand on a vu tout ça, il ne reste plus rien à la réanimation pédiatrique. Et bien, en pratique, dans notre réseau nord-est, et ça correspond, je pense, un peu à ce que vivent nos collègues adultes aussi, on est le premier centre de transplantation rénale pédiatrique, et c'est les collègues de néphro, mais tous les patients transplantés viennent en réanimation quelques jours en post-opératoire. On a une activité de chirurgie qui est importante aussi, c'est toujours médico-chirurgical. Il y a une énorme activité, vous le savez sans doute, d'hématologie. Je vous ai signifié que les patients greffés de moelle, c'est très peu par rapport à la centaine qui sont greffés tous les ans. Par contre, l'activité d'hématologie, elle, au sens large, soit au diagnostic, soit non greffée, est importante dans le service. On est, je crois, un des services qui avons le plus de cas de choc septique, donc de patients qui, pour une raison infectieuse, vont avoir recours à des amines vasopressives. C'est à peu près 30 par an. Et bien évidemment, 2 particularités très pédiatriques, c'est les bronchiolites, 200 à 220 séjours par an en hiver sur 4 mois de l'année. Et puis les drépanocytaires, ça c'est notre bassin de population, répartis quasiment pour moitié avec de la réanimation et moitié d'unités de surveillance continue qui sont de l'ordre de 75 par an. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. J'ai quasiment terminé. Voilà. Alors, en 2006, il y a eu des décrets qui correspondent à ce qui vient d'être évoqué précédemment. On avait déjà une expérience sur le territoire de réseau de fonctionnement avec des unités de surveillance continue non adossées à des réanimations. Les collègues lyonnais, les collègues du Nord-Pas-de-Calais avaient déjà construit ça qui fonctionne bien, et nous n'étions pas les premiers en Île-de-France puisque les collègues de Bicêtre avaient construit ça aussi au sud de Paris. Et puis en 2015, l'ARS Île-de-France a voulu formaliser tout ça dans cette idée de mieux gérer les places, entre autres pendant les périodes épidémiques, et d'essayer de limiter un peu les flux. Et donc, j'ai eu la chance avec M. Philippe Hubert, qui était le chef de service de la réanimation Necker à l'époque, d'être un peu les référents pour monter ce projet, avec l'idée de signer des conventions avec les CH concernés, de formaliser les circuits des patients en limitant les transferts, en facilitant les retours, en sécurisant les pratiques, en optimisant les procédures, en instituant aussi une formation paramédicale, et c'est pour ça que mes 2 collègues sont là, je vais vous citer quelques exemples, elles ont revu mon diaporama et elles pourront répondre aux questions bien mieux que moi, et puis une formation médicale aussi sur les principales conduites à tenir, et on va voir un peu et les résultats et les perspectives de ce fonctionnement depuis 5 ans. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, donc en Île-de-France, vous avez vu la carte précédente qui a été montrée par M. Foucrier, on n'est pas du tout dans la même configuration. Il y a
5 réanimations pédiatriques, toutes des réanimations pédiatriques spécialisées, un peu chacune spécialisée aussi en pédiatrie dans certains domaines. Vous l'avez vu, nous ne faisons pas d'ECMO, Necker et Trousseau en font. Bicêtre fait de la transplante hépatique comme Necker, et Garches est plutôt spécialisé chez les patients neuromusculaires et trachéotomisés. Et nous, on a une activité qui est quand même beaucoup communautaire, vous l'avez vu tout à l'heure. Je veux bien la diapo suivante. Et là-dessus, se sont construits, et il y a 2 nouveaux centres qui nous ont rejoints dans l'année écoulée. Un réseau au nord-est parisien qui comprend ces 10 services adossés à des services de pédiatrie générale, dans lequel, sous l'égide de l'ARS, il a été ouvert une unité de surveillance continue de 4 ou 8 lits, essentiellement 4 lits la plupart, avec des critères bien précis qu'on a validés avec des visites sur site et puis une validation par l'ARS, et puis des fonctionnements d'échange avec notre réanimation pédiatrique. Alors, les collègues de Bicêtre, je vous l'ai dit, sont dans la même configuration depuis quelques années déjà. Et par contre, les collègues de Trousseau et Necker, pour l'instant, commençaient juste à avoir quelques liens avec d'autres USC de leur territoire ou de l'équivalent. Et nous, on commence maintenant à avoir vraiment une grosse expérience de fonctionnement, et c'est ce que je voulais vous décrire sur la diapo suivante. Voilà, donc on a regardé les transferts. Je vous donne un exemple ici. Alors, mes stats 2020 sont un peu perturbées. Je vous donne celle-là. Tous les sites n'y sont pas parce qu'il y en a 2 qui nous ont rejoints récemment. Et vous voyez, alors, on attendait une diminution du transfert, mais la première étape, c'est la centralisation vers les équipes référentes. Et vous voyez qu'il y a eu une augmentation quasiment pour tous les sites des transferts vers notre service. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les répartitions intérieures-extérieures des transferts et des admissions. En pratique, pour l'année 2020, mes collègues ici présents ont réalisé 13 journées de formation dans 8 des 10 CH, puisque les 2 autres nous ont rejoints récemment, et ont pu faire participer à leur formation 144 personnels paramédicaux, avec des ateliers pratiques, de la simulation basse fidélité, des discussions sur le terrain des vraies problématiques, et puis même d'autres sujets qui sont demandés maintenant, avec, je l'ai mis comme ça, globalement, il y a une évaluation systématique, mais qui est plutôt, je pense, très favorable des personnels paramédicaux locaux. On a changé notre façon de faire. Initialement, les infirmières venaient passer une semaine dans le service avec des poissons pilotes pour suivre l'activité de toute une semaine de soins. Et là, on plutôt, vous imaginez les difficultés pour libérer des personnels de pédiatrie pour venir passer une semaine en stage. Donc, mes collègues ont spontanément plutôt évolué vers 2 jours en réanimation pédiatrique avec l'idée de former des infirmières référentes maintenant dans les sites eux-mêmes pour entre guillemets, transmettre la bonne parole. Et puis tout ça, c'est le congrès 2020, mais il y a eu régulièrement des présentations de cette activité qui montent en puissance progressivement. De notre côté, initialement, durant les 2 premières années, c'est 27 médecins qui sont venus passer ici. Et puis, on avait des praticiens hospitaliers et moi-même, nous étions répartis les services pour aller faire des conférences et des formations in situ, sur place, avec visite du service et sur des thématiques les plus fréquentes qui concernent ces services et qui nous concernent aussi. Diapositive suivante. Alors, j'ai fait un résultat rapide. La première des choses, c'est se connaître, qui a changé beaucoup de choses dans nos pratiques, c'est-à-dire que le collègue des urgences ou l'autre qui nous appelle, qui a travaillé avec nous, qui a vu comment on fonctionnait, et nous aussi, ça a changé complètement notre manière de discuter les cas et d'envisager le transfert ou pas. Comme vous imaginez, je pense que les réanimateurs adultes l'ont vécu, nous, on le dit à chaque fois et on provoque un peu, on vit un équivalent Covid un peu plus petit tous les hivers, avec des places importantes et des SAMU qui ne peuvent pas se déplacer, et voir avec le collègue qu'on connaît, qui a travaillé chez nous, si on peut laisser sur place le patient en sécurité, ça fait quand même une grosse différence. On a personnalisé les formations pratiques en essayant de sécuriser les patients hors USC aussi, c'est un critère majeur. Ce que les personnels paramédicaux apprennent dans cette activité de l'USC, c'est valable aussi l'été, quand ils s'occupent aux urgences d'un asthmatique sévère qui arrive ou d'un internal convulsif qui va commencer à faire durer une crise très longtemps. On a permis d'identifier des difficultés qui sont très variables d'un service à l'autre. Il y a des services, bien évidemment, vous en doutez, qui sont très en avance, d'autres qui ont des difficultés de personnel médical ou paramédical et qui sont très différents. Et puis, on commence, mais là, je n'ai pas de statistiques encore, on a eu plutôt cette augmentation des transferts centralisés vers la réanimation référente, mais certains sites qui sont plutôt dans les plus avancés et les plus solides, je cite là, sans dénigrer les autres, les collègues de Jean Verdier, ont plutôt l'impression de limiter les transferts dans certaines pathologies, et entre autres sur les détresses respiratoires. Alors, j'ai évalué quelques points sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est l'adaptation des stages aux besoins. Pour les infirmières, vous avez vu que c'est en cours. Pour les médecins, certains nous ont dit avoir de la réa très spécialisée, ce n'est pas trop le problème. Et donc là, on est en train de regarder ça. Quelle est la périodicité des mises à jour ?
Avec une LDE référente, ça va sans doute changer beaucoup de choses dans l'USC. Et puis là, il y a un binôme qui est important. Nous travaillons avec les aides-soignantes et les infirmières ensemble. On veut montrer, proposer ce modèle aussi dans les USC du territoire. Individualiser les échanges parce que les unités n'ont pas la même façon de travailler. Et puis, je me suis permis un peu de provoque quand même. On n'a pas toujours été complètement soutenu, entre autres, par l'ARS initialement, parce que notre poste d'infirmière référente avait disparu un jour. Et puis, c'est heureusement le rapport IGAS qui nous a permis de le retrouver rapidement en quelques heures, ce qui était plutôt bien. Et puis, depuis, ça se passe beaucoup mieux. Et puis, un message qu'on essaye de soutenir dans cette activité qui est très spécialisée, je me permets d'insister sur le fait que 50% de nos patients ont moins de 2 ans, c'est que ces compétences, elles ne disparaissent pas le 28 février pour réapparaître après. Et il faut qu'on arrive à maintenir toute l'année ce type de compétences pour que les collègues soient compétents en hiver. Voilà, j'arrive à la conclusion, la dernière diapositive. En perspective, eh bien, on va réaffecter les médecins référents parce que mon équipe a tourné. Une nouvelle infirmière, c'est une de mes 2 collègues qui est présente, prendre le relais d'une qui travaille depuis 20 ans en service. C'est comme ça. Les gens vont voir ailleurs ce qui se passe aussi et c'est très bien. On a des nouveaux stages pour les paramédicaux et une nouvelle façon de fonctionner. Et puis, on va reprendre la visite des médecins référents. On vient de parler de recherche. Eh ben, c'était un des objectifs d'il y a 3 ans et il arrive enfin. On a monté, elle est au comité d'éthique actuellement avec 27 centres, mais avec les 10 hôpitaux associés, une étude descriptive prospective multicentrique de l'application des recommandations de la Survival Sepsis Campaign qui est sortie en pédiatrie en février 2020. Et on va regarder une semaine donnée pendant les 6 mois de l'hiver, l'application aux urgences de la prise en charge durant la première heure des patients atteints de sepsis. Et bon, c'est un travail qu'on voulait mettre en place. Voilà. On a des protocoles communs qu'il faut qu'on finalise et vous voyez les principales pathologies sur lesquelles on travaille. Et là, on n'est pas dans la réanimation très spécialisée, mais ça correspond à 95% de nos échanges avec ces services. L'asthme, l'acidocétose diabétique inaugurale qui explose partout, mais entre autres dans notre nord-est parisien. Les bronchiolites, bien évidemment. L'utilisation de la VNI et dans quelles conditions. L'état de mal convulsif, le sepsis sévère, on vient d'en parler, et puis la drépanocytose qui nous concerne beaucoup. Il y a d'autres présentations au congrès, et là même, je crois qu'il y en a une qui est prévue avec une référente d'un des hôpitaux en commun. Et puis notre objectif, qui devait être cette année, mais on a été nous aussi un peu perturbés, c'est d'arriver à monter une journée du réseau où les paramédicaux et les médicaux présenteraient sur des thématiques en faisant venir des experts, mais surtout des gens du terrain et des hôpitaux généraux, à identifier les choses. Ça serait une journée de formalisation de nos protocoles en commun. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Stéphane. Je pensais qu'on aurait une overview, mais en fait, on a eu vraiment un rapport descriptif très détaillé de la réanimation pédiatrique et vraiment, on t'en est très reconnaissant. Nous, bien sûr, en retard, il ne manquerait pas quelque chose qui arrive par les SMS et les différents chats. C'est une question du professeur Isaac Azancote du service de cardiologie de l'hôpital Lariboisière. Et c'est un point important. Il vient un peu conclure un des aspects fonctionnels sur l'accès au dossier médical à travers en particulier le réseau, le portail Ville-Hôpital. Isaac, est-ce que vous êtes connecté ? Eh bien, nous allons. Isaac est là. Là, on peut vous entendre, Isaac, si vous voulez bien. Oui, on vous entend très bien. Merci. Ah, très bien. Donc, je voulais vous informer simplement que l'AP-HP a mis en place un portail Ville-Hôpital accessible à travers un outil web sécurisé mais très simple qui permet d'agréger les informations qui sont contenues dans le dossier médical complet d'AP-HP, non seulement bien entendu les informations qui proviennent du dossier médical Orbis, mais celles qui proviennent des autres composants qui sont utilisés à l'AP-HP comme Middlecare, qui est déployé sur Lariboisière, Saint-Louis-Fernand-Vidal parallèlement à Orbis, ou d'autres outils, Fedra, Urcal, Diamic, Offsic. Bref, tous les éléments du dossier médical sont accessibles à travers une interface simple sur les 4 sites pilotes qui sont Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Vidal et Louis-Mourier. Donc, les aspects sécuritaires ont été très travaillés avec les DPO de la PHP et de l'ARS, et également l'ergonomie pour permettre un accès simple à des informations complexes, car il y a tout l'historique des dossiers APHP pour aller chercher rapidement l'information nécessaire ou le parcours APHP, ce qui peut être très important lorsqu'il s'agit de prendre en charge en réanimation un patient dont l'historique médical à l'APHP est lourd. En effet, merci beaucoup Isaac de votre intervention et j'espère qu'elle va solliciter des commentaires et on discutera de ça en dehors de ce rendez-vous du GHU. On va tout de suite passer
à la présentation sur la recherche paramédicale et les innovations en réanimation. Et j'ai le plaisir de passer la parole à une personne importante dans notre, j'allais dire GHU, mais en fait dans notre ensemble hospitalo-universitaire, qui est Sébastien Kérévert, qui était coordinateur de la recherche paramédicale. Sébastien. Merci beaucoup, Élie. Bonjour à tous et merci beaucoup de me donner la parole. Comme vous le savez, effectivement, la recherche paramédicale est un axe fort et très soutenu de notre GHU AP-HP Nord, puisque l'axe recherche et innovation chez les paramédicaux est un axe du projet de soins 2020-2024 à part entière. Et donc, je suis ravi de pouvoir venir modérer cette session en votre compagnie sur la recherche paramédicale et notamment sur la réanimation, puisque en termes de publication paramédicale sur le GHU Nord, la thématique dans laquelle les paramédicaux publient le plus dans notre GHU, c'est effectivement en réanimation. On va le voir avec les équipes qui vont présenter juste après leur travaux de recherche. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Edwige Touré, qui est cadre de santé dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Louis Mourier et qui va venir nous présenter, je pense, les résultats d'une recherche qui s'intéresse à la musicothérapie. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'était une recherche qui avait bénéficié d'un financement PHRIP en 2013. Donc, Madame Touré, je vous passe la parole sur cette présentation. Bonjour, je suis sur la vidéo d'América. Effectivement, je souhaiterais mettre en lumière le montage de ce projet, ce PHRIP, qui a été fait en 2013 par les équipes paramédicaux. La diapo suivante. Donc, ce montage, c'est à l'origine du projet, c'est une histoire vraie. Ça part d'une patiente qui a été prise en charge dans le service, une patiente qui rentrait pour une détresse respiratoire, sur une insuffisance respiratoire aiguë, NOAP, qui a présenté des signes d'hypercapnie, d'agitation et qui nécessitait effectivement une ventilation non invasive. La diapo suivante, s'il vous plaît. Effectivement, à H4 de sa prise en charge, elle a présenté de réels signes d'inconfort, d'anxiété, d'agitation, une intolérance au dispositif mis en place. Elle arrachait sans cesse le masque, ce qui a entraîné une désaturation profonde avec un arrêt respiratoire et donc un arrêt cardiaque. Elle a été réanimée très rapidement, avec succès. Son séjour a été de 5 jours en réanimation et ensuite elle est sortie en cardiologie sans séquelles. Diapo suivante. C'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant, un peu marquant comme ça, des situations de prise en charge qui se déroulent de cette façon-là. Et une aide-soignante de notre service, Nathalie, qui aujourd'hui est partie de notre service, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place, quel traitement on aurait pu mettre en place pour peut-être mieux prendre en charge ce soin. Et elle s'est posé la question de la musique. Donc, on a cherché, on a fait une recherche et essayé de trouver les moyens, effectivement, pour lutter contre l'anxiété et l'inconfort. Effectivement, il y a plusieurs moyens possibles, médicamenteux. C'est vrai que c'est efficace, mais on a trouvé que ça nécessitait une surveillance accrue. La sophrologie aussi a été utilisée pour prendre en charge ces temps d'anxiété, cet inconfort, mais c'est efficace, mais difficilement généralisable. Et le consensus de 2009, la 6e conférence de consensus Mieux vivre en réanimation, a été quelque chose qui nous a semblé plus accessible, c'est-à-dire mettre de la musique pour permettre de lutter contre l'anxiété, une technique qui permettrait de relaxer les patients, de diminuer l'anxiété des patients. Diapo suivante. C'est ainsi qu'en fait, l'équipe entière s'est réunie à essayer de réfléchir à construire effectivement un protocole avec bien sûr l'aide méthodologique des URC et la société musicaire de musicothérapie qui nous a aidé en fait à identifier le type, en tout cas les séquences de musique qui seraient plus appropriées dans le projet qu'on souhaitait mettre en place. Diapo suivant. Effectivement, donc on nous a présenté plusieurs types de séquences et celle qui a retenu notre attention, c'était la séquence en L, parce qu'elle permettait à la fois l'objectif de provoquer un bien-être, d'un état de relaxation et d'aller vers l'endormissement. Et cette séquence qu'on a retenue, avec un gros travail qui a été fait avec l'équipe de musicaire pour choisir en tout cas des styles de musique complètement
différentes et variées afin de répondre aux besoins de la population qu'on accueille au sein du service. Diapo suivante. Donc, pour pouvoir, bien sûr, ce n'est pas des pratiques qu'on utilise régulièrement en service de réanimation. Donc, il a fallu quand même former dans chaque centre qui participait à l'étude 10 soignants, 10 paramédicaux à ce type de séquence. Donc, la séquence L, c'est une séquence qui durait à peu près une trentaine de minutes et avec une tablette, une formation sur la tablette pour pouvoir présenter les différents types de styles musicaux et permettre aux patients de pouvoir choisir des extraits qui lui correspondent et qui lui permettraient en tout cas de rentrer dans cette phase de détente, d'endormissement qu'on souhaitait atteindre. Diapo suivant. Donc, notre hypothèse dans ce projet, en fait, c'était qu'une intervention musicale administrée à un patient admis en réanimation pour insuffisance respiratoire aiguë ou au cours de son séjour nécessitant de la VNI, améliorer la tolérance à la VNI par le biais de confort et par les paramètres vitaux. La diapo suivante. Donc, la méthodologie, effectivement, c'était une étude prospective multicentrique. On était 3 centres qui participions à l'étude et le nombre de sujets nécessaires était de 99. Donc, il y avait plusieurs bras dans cette étude. Un bras VNI avec l'isolement sensoriel, donc les yeux étaient fermés, un bras VNI avec une intervention musicale et un bras contrôle, c'est-à-dire la pratique habituelle du service, c'est-à-dire VNI tout seul. Ça a duré sur 1 an et 3 mois, 1 an d'inclusion et 3 mois de suivi post-inclusion des patients. Effectivement, le résultat, c'est qu'on a inclus à peu près 114 patients, 63 femmes et 63 hommes et 51 femmes, avec une moyenne d'âge de 67 ans. Dans les différents bras, on va dire qu'on a inclus à peu près entre 37 et 39 patients. La diapo suivante. Les résultats, en fait, ça a été un peu une grande surprise pour nous parce que dans un premier temps, ça n'a pas répondu vraiment à ce qu'on attendait. C'est qu'on s'est rendu compte que ça n'améliorait pas l'inconfort respiratoire d'un patient, en tout cas sur la première séance. Mais par contre, les séances qui ont suivi, c'était efficace. Et la question qu'on s'est posée, est-ce que cette intervention musicale était vraiment… la première séance était vraiment le bon moment pour pouvoir introduire cet outil, cette intervention musicale. Une chose est sûre, c'est que ça réduit significativement le stress post-traumatique des patients à la sortie de réanimation, sans effet à 3 mois. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'il s'agissait d'une intervention simple, reproductible et efficace, ou une thérapeutique traumatisante de réanimation. Donc, c'était vraiment ça l'avantage qui a été mis en avant au cours à l'issue de cette étude. Diapo suivante. Alors, c'est important parce que porter une étude, c'est toujours un peu compliqué. Le ressenti de l'équipe a été le suivant, c'est que sur le point positif, ça a apporté une autre approche de la relation soignant-soigné. Le soignant apporte un autre style de soins non douloureux et un soin confortable. Le soignant voit que le soigné, par exemple, le patient, voit que le bien-être est important pour le soignant. En fait, il ressent que ce n'est pas que la technique, parce que la réanimation, c'est souvent des services très techniques. Le projet, c'est un projet paramédical et non médical. C'est vrai que ça a été un moyen pour les équipes de se rendre compte qu'eux aussi pouvaient porter des projets. C'est vrai que dans les services de réanimation, c'est beaucoup des projets d'études médicales qui sont effectués. Et puis, les patients disposaient d'une aide à la fin pour mieux supporter la VNI. Le côté, on va dire, si on peut dire négatif, parce que qui était très peu d'ailleurs, il y avait une vraie rigueur à tracer dans la traçabilité pour le projet, pour vraiment qu'il aboutisse. Il fallait le planifier parce qu'il y avait des horaires bien précis à planifier des soins. Et ça a augmenté quelque part la charge de travail parce que c'était vraiment des horaires bien définis. On ne pouvait pas le faire de façon aléatoire. Ça a été, voilà, c'est un peu le ressenti des professionnels. En conclusion, je dirais que la recherche, c'est ce qui est important de ressortir de cette étude. Ça permet de se rendre compte que la recherche n'est pas réservée qu'aux équipes médicales. C'est important de le mettre en avant pour les équipes paramédicaux. Il n'y a pas de petites idées.
lorsqu'il s'agit d'améliorer les pratiques, peu importe qui le porte. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui est important de mettre en avant auprès de nos équipes, c'est de se questionner sur ces pratiques. Cette expérience fut en tout cas très enrichissante pour le service, car elle a permis d'apporter une autre dimension aux soins en réanimation et de fédérer en fait une équipe autour d'un projet commun. Et ça, je pense que c'est ça qui fait aussi la force et la dynamique de l'équipe. Et ça a été vraiment très fédérateur au sein du service, ce projet. Diapo suivante. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Et encore, bravo d'une part d'avoir réussi à obtenir ce financement de PHRIP et d'avoir mené jusqu'au bout cette étude dans votre service. Et d'être allé jusqu'à la publication. Un grand bravo à vous et à l'ensemble de l'équipe paramédicale et médicale pour ce travail. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir une deuxième intervenante qui est Virginie Soupard, qui est infirmière de recherche clinique dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis et qui fait partie d'un très grand groupe de travail et de recherche qui est le groupe Famirea, qui est un groupe de recherche qui produit énormément d'articles et de publications qui sont vraiment passionnants et extrêmement nécessaires dans les services de réanimation. Donc, Virginie, je suis ravi de pouvoir t'accueillir et de te passer la parole dans ce webinaire. Merci Sébastien. Moi, je pars du concept que finalement, aujourd'hui, le patient et sa famille sont au cœur du soin et que pour comprendre les besoins d'une famille et d'un patient en réanimation, eh bien, rien de mieux que de les interroger eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche qualitative? Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la recherche qualitative, elle se caractérise par une approche qui vise à décrire et à analyser le comportement et l'expérience des humains, mais aussi de ceux qui les entourent. Et c'est vraiment leur point de vue à eux qu'on va étudier. Elle va nous permettre une compréhension qui va se faire en profondeur pour nous aider à obtenir des explications qui vont être plus significatives de manière générale sur un phénomène. Et faire de la recherche qualitative, c'est une façon de regarder la réalité sociale. Diapo suivante, s'il vous plaît. La recherche qualitative, elle va englober toutes les formes de recherche sur le terrain. Elle va s'appuyer sur des mots, sur des récits et sur les actes des acteurs. On va essayer de comprendre quels sont leurs vécus et quelles sont leurs expériences par rapport à la situation qu'ils vivent. Il va exister différentes sources de données qualitatives. On peut utiliser les observations en s'immergeant sur le terrain, l'analyse de documents, des entretiens, des images ou des vidéos. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les techniques utilisées, donc celle qui est le plus souvent utilisée, c'est l'entretien individuel semi-dirigé qui va nous permettre de collecter des données. On va interroger le patient ou sa famille, soit en face à face. Alors, nous, dans le groupe de recherche Famirea, on utilise beaucoup la distance, on le fait par téléphone. Et puis, on va les amener à parler de leur vécu, de leurs expériences avec leurs propres mots en utilisant des techniques de conversation. Une des deuxièmes techniques qui peut être utilisée dans la recherche qualitative, c'est le focus group. C'est une forme d'entretien semi-dirigé qui va se faire en groupe. Donc, ça va être une série de discussions au sein de ces différents groupes, mais qui va être facilitée par un chercheur. Et elle va nous fournir des données relatives aux croyances, aux normes du groupe à l'égard d'un sujet particulier qu'on aura sélectionné avant. Et l'observation, ça nous permet de nous immerger sur le terrain. On va observer les acteurs au quotidien dans leur milieu. Ça va être utile pour comprendre, en plus de ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils vivent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la recherche qualitative, elle est de plus en plus considérée comme un outil utile pour mieux comprendre le contexte des questions de recherche et afin d'impliquer les différentes parties prenantes aux différentes étapes de la recherche du projet. Alors nous, dans le groupe de recherche Famirea, on a récemment fait une étude qui s'appelle l'étude Burden-Cove, où on a étudié l'expérience du patient, des proches et des soignants pendant cette épidémie du Covid. Donc pour cette recherche, on a fait une méthodologie mixte, quantitatif et qualitatif. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, j'ai eu envie de vous parler d'une population particulière qui étaient les familles endeuillées à cette période-là. Donc, on les a à la fois dans cette étude, on les a à la fois interrogés par des questionnaires, des échelles. On a essayé de voir où ils en étaient, quels étaient leurs taux d'anxiété et de dépression pendant cet impact, pendant cette épidémie du Covid, quels étaient leurs taux de stress post-traumatique, est-ce qu'elles développaient un deuil compliqué. Mais pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller plus en profondeur, il nous a fallu également réaliser des entretiens qualitatifs. Donc, il faut savoir qu'un entretien qualitatif, il en faut à peu près 15 à 20. Au bout d'un moment, on arrive à saturation. Et ça nous a permis de comprendre ce qui a généré les symptômes des familles, pourquoi elles avaient des taux d'anxiété plus forts, pourquoi elles avaient des taux de dépression plus forts, comment s'était déroulé ce processus de fin de vie pour eux, ce qui allait nous expliquer pourquoi ce deuil était si compliqué, quelles étaient les interactions avec les soignants pendant ces moments-là et comment ils ont vécu les funérailles. Diapo suivante. Alors, on voit ici qu'elles avaient une impossibilité, donc ce qui est vraiment ressenti dans ces entretiens qualitatifs, c'était impossibilité de jouer un rôle auprès du patient, cette absence de toucher, de relation normale, elles ne pouvaient pas être là, elles avaient des difficultés à comprendre l'information à distance, elles ne pouvaient pas, il n'y avait pas de contextualisation, elles ne pouvaient pas venir, elles ne pouvaient pas être auprès de leurs proches. Et puis, du coup, ça rend tout de suite plus difficile la gestion de l'espoir car il y a une impossibilité de se rendre compte de l'évolution de l'état du patient. Ce qui est aussi ressorti, c'est que finalement, le fait de ne pas pouvoir être là, l'absence de support dans la salle d'attente, et puis s'imaginer le patient, c'est parfois plus douloureux que de le voir réellement. Diapo suivante, s'il vous plaît. On voit ici ce témoignage d'un entretien qualitatif où cette proche nous dit « Je n'avais pas le droit de lui rendre visite. C'était difficile moralement. J'aurais bien voulu lui apporter mon soutien, même si elle était dans le coma, lui prendre sa main. Moi, ça m'aurait fait beaucoup de bien de la voir, de lui tenir la main, de lui parler, même si elle était dans le coma. Ça m'aurait permis de voir par moi-même, de visu, dans quel état elle était. Je suis restée avec ce que le médecin m'a dit et ça fait partie du moment qu'on m'a volé. » Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette autre séquence d'entretien, donc ça a été terrible de ne pas être auprès d'elle. Je me sentais vraiment mise à l'écart. J'avais un sentiment d'injustice. Donc, on sent ici ce sentiment d'impuissance pour cette proche. On se sent comme de la merde. Donc, elle emploie des mots assez forts. On se dit qu'on ne peut rien faire. Et ma mère a dû se sentir mais tellement seule, pas soutenue par sa famille. Mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas, je ne pouvais pas en fait. Ça a vraiment été terrible pour moi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, je voudrais dire que pour comprendre l'expérience des patients et des familles, on ne peut pas se passer d'une approche qualitative. Elle est vraiment utile à tous les stades de la recherche. Par exemple, pour préparer l'approche quantitative, se poser les bonnes questions, quelles sont les questions importantes pour les familles, pour comprendre les résultats statistiques, aller en profondeur dans le vécu. Et aujourd'hui, on voit que ça commence à se développer puisqu'elles sont publiées dans de bonnes revues paramédicales et médicales. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Virginie. On va sans tarder, je ne sais pas si Sébastien est connecté, on va sans tarder passer à la troisième présentation qui est sur le vécu des familles de la fin de vie en réanimation pédiatrique par le docteur Fleur Le Bourgeois et Karine Franet, donc ils sont respectivement médecins et infirmiers en réanimation pédiatrique. Bonjour, merci. On va vous parler d'une étude qu'on a mise. Je vous en prie, on vous entend, allez-y. Il y a à peu près le service de réanimation. Pardon, merci de nous accueillir. On va vous parler d'une étude qu'on a fait il y a quelques années maintenant dans le service concernant l'impact des signes perceptibles de fin de vie en réanimation pédiatrique. Diapo suivante. En fait, il y a très peu de choses dans la littérature concernant les signes perceptibles de fin de vie en pédiatrie et notamment en réanimation. Et donc, on a fait cette étude pour comprendre l'impact de ces signes sur le vécu des soignants et des parents et proposer en fait une formation des soignants concernant ces signes parce qu'on pense qu'on pourrait améliorer le vécu des parents si nous, on était mieux formés à ces signes et qu'on pouvait informer les parents.
Diapo suivante. Donc, pour ce faire, nous avons observé 28 patients en fin de vie, après, comme vous l'a dit Fleur, accord des familles, sur 3 ans. L'âge médian des patients était de 11 mois et la durée où on observait les signes de fin de vie était en moyenne de 21 heures. Les signes les plus fréquents qu'on a observés parmi les soignants était principalement la modification de l'apparence. Alors, ce qui est très spécifique à la réanimation, c'est qu'en premier lieu, les enfants étaient très œdémaciés, donc ça a une conséquence physique importante. Alors, bien sûr, il y avait la pâleur, la cyanose, les marbrures aussi, mais c'est vrai que la modification de l'apparence était vraiment très, très choquante pour les soignants. Un autre paramètre, c'était la présence du scope dans toutes les chambres qui reste allumé encore aujourd'hui et qui sont de ce fait les paramètres du scope visibles et par les soignants et par les familles, ce qui peut être un petit peu déroutant. L'autre signe pour presque la moitié des cas, c'était la présence de gaspes chez ces enfants qui pouvaient durer parfois jusqu'à 16 heures. Et c'est ce qui est vraiment fréquent au regard des paramédicaux. La présence de ces gaspes peut nous amener à avoir une piste de réflexion sur comment les interpréter et justement comment mieux communiquer avec les familles quand ils se présentent. Vous pouvez passer, voilà. Alors, les soignants ont été interviewés par un psychologue à 1 mois du décès de l'enfant. Et parmi les signes gênants les plus fréquents, c'était vraiment ce qui est ressorti, ce qui peut être un petit peu paradoxal, c'est tous les signes qui suggéraient encore la vie et la présence de l'enfant. Tous les signes qui montraient qu'il était encore en vie, en fait. Parmi aussi les signes les plus gênants et les plus fréquents, c'était vraiment, comme on a dit tout à l'heure, le changement de l'apparence. Et dans l'imagination des soignants, c'était vraiment ce que les parents vont garder comme image de leur enfant, c'est-à-dire la dernière image. Et donc, puisque l'apparence est modifiée, eh bien, ils ne vont pas bien vivre, pas vivre plus sereinement ce décès parce que l'enfant est complètement métamorphosé. Alors, ça, c'est le vécu des soignants, vraiment. Ensuite, il y a les signes les plus craints, alors qui sont les signes qui provoquent une détresse et une souffrance des parents, les signes qui durent longtemps. Si le parent est en détresse, eh bien, comment faire pour l'aider à faire diminuer sa détresse ou l'accompagner correctement dans sa détresse? Alors, pour pouvoir améliorer tout ça et pour que les soignants soient plus informés sur ces signes perceptibles de fin de vie, eh bien, on a pensé qu'une information orale et anticipée des soignants serait plutôt bénéfique pour que si les soignants arrivent à expliquer ce pourquoi il y a ces signes, eh bien, la fin de vie des patients sera un petit peu mieux vécue par les parents. Concernant le vécu des parents, on a réussi à interviewer 10 parents, même 11 actuellement, 6 à 18 mois après le décès. Ils ont été interviewés par un psychologue. On a les enregistrements, mais pas encore les transcriptions ni les analyses par une sociologue. C'est en cours. Donc, je n'ai pas les résultats encore, je ne peux pas vous les donner. Mais on espère que ça pourra nous donner encore des pistes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Mais sans attendre ces résultats, on a décidé de lancer une formation des soignants concernant ces signes parce qu'on n'a aucune formation vraiment de nous réanimateurs concernant ces signes. Et donc, on a créé des supports vidéo grâce à un financement avec des professionnels. Et on a en fait mimé des scènes où une maman serait auprès de son enfant et parlerait de ces signes.
Et en fait, pour la première fois hier, on a réalisé une demi-journée de formation auprès d'une équipe de réanimation pédiatrique pour parler de ces signes et de l'accompagnement des parents, de leurs besoins et de comment mieux nous former et en parler, que ce soit moins tabou, pour essayer de soulager en fait ces parents et même par ricochet le soignant face à ces parents qui peuvent souffrir. Et donc l'idée, c'est d'aller dans les réanimations pédiatriques, si possible de la PHP, voire nationale, pour proposer cette formation. Diapo suivante. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces résultats que moi, j'ai trouvé vraiment passionnants et qui nous apportent vraiment beaucoup d'informations sur ce sujet qui est parfois assez peu exploré et assez méconnu, qu'est la fin de vie en réanimation pédiatrique. Donc, merci encore aux 3 personnes pour vos présentations sur ces recherches paramédicales. Je vais passer la parole au professeur Élie Azoulay pour que, Élie, tu puisses conclure sur cette session recherche paramédicale. Merci encore pour cette invitation et encore bravo pour vos présentations. Merci Sébastien, et c'est important de pointer l'importance dans un CHU de la recherche paramédicale, non seulement dans des initiatives observationnelles, mais aussi cette volonté d'intervenir pour améliorer le confort, améliorer l'expérience des patients, des familles et des soignants. Je pense qu'on est là au cœur de nos missions et au cœur de ce qui est en continuité avec le soin. On va passer à la parole d'après. Donc, merci Sébastien. La session d'après, nous allons d'abord donner la parole à Lorraine Messica, qui est donc une ancienne patiente de réanimation, qui a la particularité d'aller très bien aujourd'hui et d'être en capacité de venir vers nous avec un témoignage qui va guider nos pratiques et guider la façon avec laquelle nous soignons. Lorraine, vous avez une très grande responsabilité parce qu'il y a plus de 100 personnes connectées et dans chaque salle de connexion, il y a au moins 2 personnes. Donc, on est nombreux et on vous écoute. Et derrière votre intervention, il y aura donc cette session sur le mieux vivre la réanimation avec des soignants de réanimation qui vont montrer ce qu'ils ont dans le cœur et ce qu'ils ont dans la tête. Lorraine, la parole est à vous. Prenez votre temps. Merci beaucoup. Bon, alors déjà, je trouve que c'est extraordinaire tout ce qui a été présenté. Là, moi, je débarque évidemment puisque je ne travaille pas du tout dans ce monde-là, mais je le vis différemment. Et du coup, ça donne presque envie de revenir vous voir en réa parce qu'on se dit qu'il y a tellement de boulot qui est fait que c'est assez extraordinaire. Alors, quand on m'a demandé de réfléchir à ce que je pouvais dire, ce sur quoi je pouvais témoigner de mes séjours multiples en réanimation, il y a des thèmes très précis qui me sont venus en tête. Bon, les douleurs multiples, le ressenti de la perte d'identité qui est très lié à la dépendance, le manque de repères, l'ennui terrible qu'on peut ressentir dans une chambre de réanimation lorsqu'on est réveillé, bien sûr, la solitude, l'importance et la place du soignant. Ça, je pense que j'insisterai pas mal là-dessus. Évidemment, la nourriture et la soif, qui sont juste un thème complètement à part. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le coma? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il ne se passe rien? Et puis après, la nécessité d'avoir peut-être des personnes qui viennent témoigner pour apaiser les patients qui sont stressés en réa. Donc du coup, je commence par les douleurs parce que c'est peut-être la première chose à laquelle on pense. Il faut dire qu'on est hyper bien accompagné et qu'il y a beaucoup de choses pour les douleurs, mais en fait, les douleurs qui pourrissent, enfin en tout cas, je parle de mon expérience, mais aussi de l'expérience des patients avec qui je discute régulièrement, puisque j'ai au moins une consultation par semaine, donc j'en vois beaucoup. Les douleurs, les plus bêtes, en fait, des petites douleurs toutes simples qui vous pourrissent la journée en fait en réanimation et qui la rendent encore plus insupportable qu'elle ne l'est de par le fait d'être déjà insupportable pour un patient d'être en réa. Alors, il y a le fil de l'intubation qu'on accroche derrière les oreilles. Alors, ça paraît complètement stupide, mais en fait, moi, ça me faisait mal terriblement. Je saignais en fait derrière les oreilles et je trouvais que c'était infernal. L'intubation qui, à force d'être fixée dans la bouche, en fait, on finit par avoir des cicatrices sur le côté de la bouche. Aujourd'hui, j'ai une cicatrice sur le coin de la bouche dans lequel mon rouge à lèvres se coince en permanence. C'est vraiment désagréable. Et c'est une chose un peu bête, mais peut-être que ça aurait pu être évité avec quelque chose, je ne sais pas. Après, lorsque les patients ont une neuropathie et qu'ils sont un peu maigres, comme c'était mon cas, les boutons
lorsqu'on boutonne la chemise de nuit en fait, dans le dos, l'appui du bouton sur le corps est douloureux. En fait. Voilà, c'est une chose complètement stupide. Ça, ainsi que les draps pliés dans le dos, surtout quand on commence à avoir des escarres. Ça paraît un peu bête, c'est difficile de ne pas avoir des draps qui plissent, mais c'était ma réalité. Ensuite, aujourd'hui, j'ai des brûlures, des traces de brûlures sur les jambes et on se demande d'où ça vient. Et en fait, ça vient simplement des drains qui forcément sortent du ventre ou d'ailleurs et qui du coup, à force de frotter le long de la peau, finissent par brûler. Et ça paraît bête, mais si vous additionnez toutes ces petites douleurs, et ben, finalement, c'est un sale quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis évidemment, les douleurs de dos, les maux de dos, à force, d'avoir une neuropathie et puis deux, de ne pas pouvoir bouger. On ne peut même pas se relever dans le lit, en fait, puisqu'il n'y a plus de force. Donc, du coup, ça, c'est des choses un peu bêtes. Et en fait, moi, j'étais soulagée par des bouillottes. Alors, ça paraît très simple, mais c'est ce qui me soulageait le plus. Et j'attendais avec impatience que ma famille m'apporte une bouillotte. Voilà, ça paraît bête, mais voilà, c'est plein de petites douleurs comme ça. Et les solutions sont finalement assez simples. Il y a aussi une chose, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être hyper soutenue et d'avoir une famille qui venait. Mais par exemple, lorsqu'on a des douleurs et on a les jambes lourdes, des choses comme ça, des massages, en fait, on préfère avoir un massage que d'avoir le kiné qui vient nous aider à bouger. Et en fait, j'aurais préféré, je crois, évidemment, je comprends bien l'importance d'avoir un kiné pour faire bouger le corps, mais je crois que j'aurais préféré avoir un ostéo qui me fasse craquer, qui me remette en place, et des massages des pieds et des jambes. Donc ça paraît difficile de demander ça à un soignant, mais peut-être qu'on pourrait imaginer une autre façon d'apporter ce type de soins qui vraiment rendrait la vie plus simple. Après, il y avait un thème, c'était l'ennui, et ça va aussi avec la solitude du coup. Alors encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'étais hyper entourée. J'étais pas hospitalisée pendant le Covid, évidemment, puisque c'était il y a 10 ans, mais il n'y avait pas de... S'il y avait eu une connexion et que j'avais pu parler avec mes amis via une tablette, via quelque chose, ou avoir des films à regarder de façon plus simple que ce qui était le cas au moment où j'y étais, ça aurait été, à mon avis, pas mal. Je pense que le moins on pense en réanimation, peut-être le mieux c'est finalement. Donc là, évidemment, je parle des patients qui sont réveillés. Je ne sais pas quelle est la proportion des patients qui sont en coma artificiel ou ceux qui sont réveillés, ça je ne connais pas. Mais du coup, comme j'ai vécu les deux moments, celle du coma artificiel et réveillée, du coup, j'en parle. Qu'est-ce qui était important? Alors, j'ai entendu pas mal de choses sur la musicothérapie. Ça m'a fait penser à mon expérience personnelle. Donc moi, j'ai été dans un coma artificiel pendant 2 mois. Je n'ai pas su qu'on allait me plonger en coma artificiel puisque j'ai été plongée en coma artificiel suite au choc que j'ai fait avec la microangiopathie thrombotique. Donc, je me suis vraiment réveillée après 2 mois de coma. Mais lorsque je me suis réveillée, ce que je peux dire, c'est que je savais ce qui m'était arrivé. Donc, dans la mesure où je savais, ça signifie bien, j'imagine que quelque part dans mon inconscient, comme on me l'a expliqué, réexpliqué, réexpliqué, ça veut dire que je l'ai enregistré d'une manière ou d'une autre. Ma mère tenait une importance particulière à me passer de la musique de Mozart parce qu'elle avait lu que les fréquences dans les morceaux de Mozart étaient apaisants, avaient un impact apaisant sur les patients, sur les personnes et surtout dans le coma. Donc, je sais que j'en ai eu beaucoup. Alors, je ne sais pas quel a été l'impact. Il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais il se trouve quand même que ça a été fait. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que j'imagine quand même qu'il y a une part de l'inconscient qui enregistre beaucoup de choses pour la simple et bonne raison que depuis 10 ans, j'ai des cauchemars et les mêmes cauchemars et que depuis 3 ans, comme j'en avais marre de me réveiller toutes les nuits en criant et de ne pas pouvoir avoir accès à ce qui se passait dans mes cauchemars et de ne pas comprendre pourquoi est-ce que je me réveillais en hurlant alors que dans la journée, j'allais bien, que j'ai un boulot, que je bosse et que je vais bien, eh bien, j'ai commencé à enregistrer mes cauchemars. Et donc, je vais vous dire les phrases qui ressortent le plus, c'est « laissez-moi tranquille, je ne veux plus, poussez-vous, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes au-dessus de moi, c'est quoi les fils, pourquoi il y a des tubes ?» Et puis, qu'est-ce que vous allez me faire? Me touchez pas. Et surtout, ah oui, une qui revient tout le temps, ne me laissez pas seule. Non, non, ne me laissez pas seule. Donc, voilà ce qui ressort de mes cauchemars depuis 10 ans. Depuis que je les enregistre, je vais mieux. Mais donc, ça veut dire quand même que j'ai enregistré beaucoup de choses en coma artificiel. Ensuite, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, l'importance de la place du soignant.
vous êtes nos messies, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance que vous avez aux yeux des patients. Et donc, dans les petites solutions qu'on peut imaginer, c'est vrai que si le soignant se sent bien et qu'il a du coup l'énergie suffisante pour accueillir un patient lourd en réanimation, eh bien, je pense que c'est le combo gagnant pour une meilleure prise en charge. Lorsque vous entrez déjà, on s'ennuie quand même lorsqu'on est réveillé, hein, je parle, mais du coup, visiblement, avec les cauchemars que j'ai aussi lorsqu'on est dans le coma, on s'ennuie toute la journée, c'est dur, on ne comprend rien, on est dans un monde complètement inimaginable. Et donc, lorsque vous entrez dans notre chambre, c'est du divertissement. Et puis, en plus, on n'attend que ça, en fait, votre passage. Un, parce que vous nous rassurez, parce qu'on peut vous poser des questions. Et puis, deux, parce que vous avez des regards empathiques qui nous reboostent, en fait, et font notre journée. Et puis, en fait, chaque intervention, chaque personne qui rentre dans la chambre de réanimation revêt une importance extraordinaire. Même les femmes de ménage qui venaient et qui mettaient un produit dont je pourrais reconnaître l'odeur aujourd'hui sur le sol de ma chambre. Et d'ailleurs, une fois où j'étais en réanimation, j'ai demandé à avoir du produit pour le mettre chez moi sur mon sol, parce que c'était quelque chose qui était rentré en moi et c'était quelque chose qui était rassurant. Donc la place du soignant, si les soignants pouvaient comprendre à quel point ils sont importants aux yeux du patient, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je vous le dis aujourd'hui. Voilà, vous êtes nos héros. Ensuite, la nourriture et la soif. La nourriture, je ne sais pas si en réa, ça a beaucoup de place, mais quand même, je pense qu'à partir du moment où on mange, peut-être que c'est le moment où on sort, mais ça, je ne sais pas. Et par contre, la soif, on m'a répété souvent, mais non, Lorraine, tu n'as pas soif, tu es perfusée. Alors, je trouve ça insupportable d'entendre ça dans la mesure où je pense que c'était une des sensations les pires que j'ai ressenties dans ma vie, cette soif en permanence. Et comme en plus j'étais dialysée, même lorsque j'ai été désintubée, on m'interdisait de boire plus de 200 millilitres par jour, ou je ne sais pas, quelque chose de ridicule avec 20 médicaments à avaler. Et en fait, la soif, c'est vraiment une sensation terrible. Ce qu'on me donnait comme solution, c'était de m'asperger de l'eau sur le visage. Et donc, moi, j'ouvrais la bouche pour essayer d'attraper de l'eau. Mais évidemment, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible de régler ça ou de trouver une solution. Mais en tout cas, c'est très présent et très, très pénible et très douloureux. Alors, il y a aussi quelque chose d'important dont je voudrais témoigner, c'est le manque de repères. Alors, surtout lorsque, comme moi, on se réveille d'un long moment dans un coma artificiel. Voilà, moi j'avais quand même 25 ans, donc je n'étais pas une petite fille ni rien, mais en fait, un jour, mon frère s'est rendu compte, en discutant avec moi, que je ne savais pas où j'étais, en fait. Je ne savais pas si j'étais à Paris, pas à Paris. En fait, je n'avais plus du tout de notion qu'il existait un monde en dehors de ma chambre de réanimation. J'avais aucune idée d'à quoi me ressemblait le service de réanimation, si j'étais dans un immeuble avec des étages, pas des étages. Et il s'est rendu compte, il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte que tu es à Bichat, tu ne vois pas où c'est Bichat, comme si j'étais complètement débile. Il est charmant par ailleurs. Mais du coup, en fait, il a dû me montrer sur une carte où est-ce que j'étais bien à Paris, dans une ville que je connaissais, etc. Et ça m'a permis de me réancrer en fait dans la réalité. Donc ça paraît tout bête, mais peut-être de dire, ah bah voilà, vous êtes là, tiens, ça ressemble à ça, la réanimation. Je ne sais pas si ça pourrait servir, mais moi, je sais que j'étais complètement paumée. Une autre chose aussi, un jour, j'ai une de mes infirmières, je voulais qu'elle reste et qu'elle reste avec moi et qu'elle reste avec moi. Évidemment, avec la charge de travail qu'elle avait, ce n'était pas possible. Et puis surtout, elle a fini par me dire, mais Lorraine, il faut vraiment que j'y aille parce que je dois vite avoir mon dernier train, sinon je ne pourrais pas arriver chez moi. Et alors là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Il y a une vie derrière, il y a des trains, elle est au travail, elle va aller prendre son train. Enfin, c'est juste pour vous montrer l'impact de se sentir complètement perdu et d'oublier en fait que il n'y a pas que la chambre de réanimation. Je ne pense pas que c'est parce que je suis auto-centrée, je pense que vraiment on est complètement déconnecté, on est dans un monde tellement technique qu'on est complètement paumé. Donc il y a ça, c'est vraiment une perte de repères terrible. Et donc, pour me réancrer dans la réalité, une des premières choses, et donc du coup on a une espèce aussi de perte d'identité parce qu'on est complètement dépendant et on ne sait plus qui on est, si on avait un métier, pas un métier, si on avait fait des études ou pas, enfin voilà. Et donc moi je voulais vous parler de quelque chose qui est assez drôle, c'est que le moment où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais la même fille qu'avant les 2 mois de coma et que j'étais Lorraine et que voilà j'étais toujours la même, c'est lorsque un jour ma mère m'a tendu ma petite trousse à maquillage que j'emportais partout avec moi avant toute cette histoire.
Et en fait, en ouvrant cette trousse à maquillage, c'est comme si j'ouvrais une porte de ma vie passée. J'ai retrouvé le rouge à lèvres sur lequel il y avait la trace de mes lèvres, mon rouge à lèvres fétiche. Et en regardant ça, je me suis dit, ah mais en fait, c'est bien moi, c'est à moi et c'est bien moi. Et ça paraît complètement bête, mais en fait, de rapporter des objets de la vie quotidienne de la personne, j'ai l'impression que ça pourrait aider à réancrer la personne dans sa vie. Et même, du coup, ma mère m'avait apporté une tête d'oreiller, ça paraît bête, un oreiller et une tête d'oreiller de chez moi, avec l'odeur de la lessive de chez moi, ça paraît bête, mais en fait, ça me rassurait et ça m'apaisait, et j'ai eu l'impression de me réapproprier mon identité et de me dire, ah ben en fait, ça va aller, je sais qui je suis, je sais où je suis, et on peut avancer. Voilà. Et puis, je regarde mes notes parce que j'ai du coup essayé de réfléchir à des choses qui pourraient servir. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait d'être attaché en réanimation, mais j'imagine effectivement que parfois, on n'a pas le choix. Voilà, en fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est que le fait de multiplier les petites initiatives qui permettent aux patients de se réinscrire dans sa vie, je pense que c'est important. Et je crois, ah oui, et puis si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, je suis passée par là, moi aussi j'avais une neuropathie, je ne pouvais pas bouger, j'avais des tubes qui me sortaient partout du bide, mais t'inquiète, en fait, regarde, aujourd'hui je suis debout et ça va aller, je pense que ça m'aurait aidé aussi. Voilà, je pense que j'ai... Bon, après, on pourrait en parler des heures. Merci beaucoup, Lorraine, merci de ce témoignage. Merci de ce qui va nous marquer et ce qu'on va rediscuter entre nous dans chacun de nos services. Et je laisse la parole sans plus tarder à Michael Darmon, qui va animer les 2 sessions qui vont suivre, les sessions Mieux vivre la réanimation. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une session sur l'organisation des soins et du travail et la manière dont les interactions peuvent bénéficier aussi aux soignants, avec un témoignage des 2 services de médecine de réanimation de l'hôpital Saint-Louis. Je crois qu'il y a un film, si je ne dis pas de bêtises, puis une table ronde. Et donc, on va peut-être commencer par la réanimation chirurgicale et le service de surveillance continue et périopératoire, avec Anthony Rochat et Marc Baudry pour le DMU Parabole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Anthony Rochat, cadre de santé dans le service d'anesthésie-réanimation médecine périopératoire de l'hôpital Saint-Louis. Je vais vous présenter le projet du plateau de soins critiques dans l'établissement, un projet accompagné par la direction qui nous a permis de regrouper sur le même plateau la réanimation chirurgicale et surveillance continue, ainsi que la médecine intensive et réanimation. Ce projet, qui est un défi en fait technique et architectural, s'est mobilisé pour offrir un plateau sur 2000 m² sur des surfaces réhabilitées qui se compose de 32 chambres individuelles, dont 20 pour la médecine intensive réanimation et 12 pour la réanimation chirurgicale. Ce plateau de soins critiques mobilise 160 professionnels environ, tous métiers confondus, et permet aujourd'hui de proposer des soins sécurisés pour l'ensemble des patients que nous accueillons. Ce plateau de soins critiques, c'est aussi pour les professionnels, au-delà d'une aventure d'ouvrir un nouveau service, c'est de permettre de travailler dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales, afin de proposer les meilleures prestations pour les patients qui sont accueillis. Je vais vous parler plus précisément de l'expérience de l'équipe de la réanimation chirurgicale en vous relatant l'avant plateau de soins critiques, un service qui était réparti sur 8 lits, dont des chambres doubles, qui ne permettaient pas de proposer des chambres individuelles, qui obligeaient parfois la mixité des patients hommes-femmes, avec les difficultés de dédier des chambres lorsque les patients étaient en isolement, le manque de confidentialité et d'ergonomie, ainsi que l'encombrement des chambres, puisque des chambres qui sont très techniquées avec de nombreux matériels ne permettaient pas forcément de graviter autour du lit. Les activités de l'USC, des soins de la surveillance continue,
Auparavant, elle s'organisait sur les lits de réanimation, limitant ainsi l'activité de réanimation et saturait notamment la salle de réveil avec des patients qui relevaient de la réanimation. J'ajouterais que l'activité de prélèvement multiple d'organes était impossible à ce moment-là dans le service de réanimation parce que trop petit et était organisée au sein même de la salle de surveillance post-interventionnelle. Évidemment, sur les locaux, la superficie des locaux limitée, nous n'avions pas non plus d'espace d'accueil des familles, ce qui rendait compliqué la communication avec elles. Notamment dans cette limite de structure, nous n'avions pas beaucoup de surface de rangement, ce qui encombrait majoritairement les couloirs, ne laissant pas ou peu la possibilité de brancarder dans le confort et d'intervenir en cas d'urgence notamment, avec des locaux déchets qui se situaient au sein même du service et l'absence de zones de décartonnage. L'environnement de réanimation auparavant était évidemment pas très accueillante, avec un aspect plutôt froid, des peintures abîmées, des taches au sol et au plafond. Je voudrais vous montrer en quelques photos ce qu'était avant la réanimation chirurgicale. Donc, on voit notamment des postes vraiment envahis par du matériel divers et variés, des couloirs saturés. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de travailler sur nos contraintes pour proposer ce qui se fait de mieux aujourd'hui à la PHP, un des exemples de réanimation au sein même du groupe hospitalier Paris-Nord. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous présenter un secteur qui se compose de chambres organisées toutes de la même manière, qui sont spacieuses, lumineuses, avec un dégagement au sol et qui permet aux professionnels de graviter autour du patient. Pour la surveillance et la sécurité des soins, nous avons la chance également d'avoir des répétiteurs de scope dans les couloirs ainsi que dans les zones de surveillance, des bureaux médicaux qui se situent au sein même, au cœur même du service, avec des locaux de pharmacie sécurisés et aussi des salles d'attente confortables pour les familles, avec un espace de rencontre, point snack, boisson, télévision même, et toilettes. Ça peut paraître un peu simple, un peu, j'allais dire bête, excusez-moi, mais c'est vrai que nous n'avions pas non plus la possibilité de proposer des toilettes pour les familles lorsque nous avions l'ancien secteur de réanimation. Et enfin, comme nous avons un lien direct avec le centre de traitement des brûlés de l'hôpital Saint-Louis, nous avons aussi la possibilité d'avoir des locaux qui communiquent directement avec cette structure. Voilà, je vous propose de voir aujourd'hui un exemple des locaux du plateau de soins critiques à l'hôpital Saint-Louis, où on voit l'espace des couloirs, la luminosité, qu'elle soit dans les secteurs, dans les locaux partagés, ainsi que dans les chambres individuelles. Il était important de vous présenter cet aspect-là, puisque s'occuper des patients, ça passe aussi par bien vivre son quotidien au travail. Le plateau de soins critiques offre aux patients une prise en charge optimisée à l'évolution de l'état de santé, de ses besoins. Nous accueillons des patients également immunodéprimés, des patients qui ont subi une transplantation, des patients à qui nous avons annoncé un cancer avec une prise en charge qui nécessitait une prise en charge chirurgicale lourde. Et aujourd'hui, de pouvoir proposer à tous ces patients un environnement agréable et confortable fait sans doute que leur quotidien soit plus agréable également. Très rapidement, la réanimation chirurgicale se compose évidemment de professeurs, de réanimateurs anesthésistes, d'infirmiers, d'aides-soignants, de secrétaires, également de logisticiens, mais également d'intervenants extérieurs comme les masseurs kinésithérapeutes, les diététiciens, les manipulateurs en électroradiologie, les coordinatrices de prélèvement multiples d'organes, les assistantes sociales et les psychologues, à qui je rends aussi également hommage parce qu'elles font partie intégrante, toutes ces équipes, de la prise en charge des patients.
Je vais vous proposer maintenant le point de vue des soignants en réanimation chirurgicale en vous montrant un film de très courte durée que je vous laisse visionner. Sur 24. Quand il se pas besoin de mettre sur des autres équipes. On a cette équipe qui est mobile, au scanner, au bloc opératoire. Et pour nous, pour mobiliser les patients, ce qui est bien, c'est qu'on a les lèvres-manettes. Donc nous, on peut les bouger. On pourra bouger les patients dans toute la chambre, comme on veut. Ce qui est intéressant dans ce service, c'est vraiment le travail en équipe en ce qui concerne l'environnement. On fait tous le même boulot pour le confort des patients. On est une très bonne équipe, un cadre qui est à l'écoute de tout le personnel. Il fait en sorte qu'on ait tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est un service où on peut trouver plusieurs pathologies, surtout les pathologies digestives. En plus, récemment, on charge aussi les EME et les greffés rénales aussi. Notre travail dans le service, qui est un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est une équipe composée de plusieurs professionnels de santé, des médecins, des thérapeutes, les infirmières, les aides-soignants, les physiciennes, pharmaciennes. Nous sommes amenés à avoir des patients qui sont capables de communiquer pour la plupart du temps. Il faut avoir beaucoup d'empathie. Il faut être à l'aise dans la communication avec les patients et la famille. Nous avons un système de vidéoconférence avec lesquels les patients peuvent communiquer avec leur famille à distance via un écran d'ordinateur. J'aime bien les locaux parce que justement votre bureau est dans le service. On peut venir vous voir très facilement. Oui, tu sais où on est, quoi. Voilà, chez où vous êtes. Ouais. Elle est ergonomique quand même. On a vu sur toutes les chambres. Les bureaux ils sont centrés. On vous trouve facilement aussi. C'est vrai, vu qu'on a l'îlot juste devant, on voit le scope devant en plus, donc c'est pratique aussi. Voilà, donc moi ce que j'aime bien en réanimation chirurgicale, c'est pouvoir gérer des situations d'urgence, donc qui génèrent de l'adrénaline, pour pouvoir aider sur un arrêt cardiaque. Il y a plus d'espace dans les chambres, du coup on peut être un peu plus nombreux pour les massages cardiaques. Pouvoir aussi avoir plus de confidentialité, avoir un seul patient. Malheureusement, si on se retrouve dans une chambre double, avec juste un rideau sur l'ancienne réa, c'était comme ça qu'on séparait les chambres. C'était un peu compliqué dans ce genre de situation pour l'autre patient, parce qu'il fallait aussi le rassurer. Voilà pour le témoignage de soignants en réanimation chirurgicale. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues de la médecine intensive réanimation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Pour cette partie sur le témoignage de la médecine intensive réanimation, je vais laisser la parole aux différents soignants du service. Neila, qui est notre cadre de santé, Neila Laurent, qui est un cadre de santé, a proposé de parler de l'interaction entre les soignants comme outil permettant justement d'améliorer la capacité et de soins et le vécu des soignants, surtout dans des périodes comme celles qui viennent de s'écouler. Neila.
Bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de soins intensifs, de réanimation, on est capable de parler de soins très techniques, d'urgence vitale. Il y a un élément qui n'est pas visible, mais qui me semble essentiel, hein, c'est la communication, c'est les échanges. Et c'est quelque chose qu'on a emmené dans nos bagages sur la nouvelle réanimation. Ce sont ces temps formels et informels où les équipes médicales, paramédicales arrivent à échanger. Et je pense que de prime abord, il faut déjà qu'il y ait un modèle pour pouvoir créer cette culture de service. Et elle doit partir, je pense, de l'encadrement et de l'équipe médicale, d'avoir ces temps d'échange formels et informels, d'avoir un chef de service qui vient dans le bureau du cadre boire un café. Je pense que ça impulse une dynamique à l'ensemble de l'équipe pour pouvoir avoir des échanges libres et une communication facile. Je vais maintenant laisser la parole aux soignants de l'équipe. C'est Dominique qui me semble qui commence. Oui, alors bonjour à tous. Donc, dans notre service de Réamed, on travaille en interaction avec l'équipe pluridisciplinaire. Ah, pardon. Ceux qui parlent se mettent devant le micro. Hop. Voilà. C'est bon. Donc, dans notre service, on travaille en interaction avec l'équipe pluridisciplinaire, donc qui se compose de médecins, de cadres, d'infirmières, aides-soignants, psychologues, kinés, assistantes sociales, secrétaires médicales et hospitalières, l'assistante sociale également, et puis les cadres et un logisticien et l'équipe de bionettoyage. Donc, on échange des temps informels et formels. En fait, cette organisation, elle nous permet d'organiser des staffs éthiques et des staffs paramédicaux autour desquels on se retrouve sur des thèmes choisis, donc parfois sur certaines pathologies ciblées qu'on veut approfondir avec les médecins, où on revoit au cas par cas tous nos patients pour mieux comprendre leur maladie et pourquoi ils sont chez nous et leur prise en charge. On effectue aussi plusieurs fois des entretiens avec les familles, plusieurs fois par semaine, pour refaire un point avec eux sur leurs proches et leur histoire, avec le médecin, mais également avec la psychologue, pour que le patient soit vraiment bien pris en charge dans toute sa globalité. Oui, donc en fait, avant les rencontres avec les patients, les échanges sont très importants pour moi, que ce soit avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, parce qu'ils vont me permettre de saisir déjà l'état de santé du patient, puis de pouvoir imaginer les retentissements psychiques pour lui et pour sa famille. Et puis, après les entretiens, c'est grâce au secret partagé, c'est important aussi pour moi de pouvoir transmettre à l'équipe certaines informations qui peuvent être pertinentes pour peut-être ajuster la prise en charge ou expliquer certains comportements ou réactions qui sont présentes chez les patients. Donc, en fait, tout ce travail de prise en charge globale dont on parle, je pense qu'ils vont être importants à la fois pour permettre de répondre à un besoin d'efficacité personnelle, mais aussi collectif pour notre équipe, et puis de travailler tous ensemble pour avoir la sensation de fournir un travail de qualité autour du patient. Je pense que c'est deux éléments qui sont essentiels pour avoir une qualité de vie au travail pour toute notre équipe. Voilà, c'est les différents éléments sur lesquels nous souhaitions appuyer. L'impression que les échanges, les interactions, le dialogue au sein de l'équipe permet en permanence d'améliorer et la qualité des soins et la qualité de vie au travail. Et c'est quelque chose qui a été initié il y a longtemps par Élie Azoulay dans l'unité et qui tient à cœur de l'ensemble des soignants. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va profiter de l'absence de questions pour conclure. Merci. Eh bien, merci à tous et à toutes. Et je passe la parole au professeur Jean-Damien Ricard de médecine intensive à l'hôpital Louis Mourier pour la conclusion de ce séminaire. Merci beaucoup, Jean-Damien.
Merci beaucoup, Élie. J'aimerais d'abord remercier tous les intervenants qui se sont exprimés, peut-être en particulier Lorraine Messeka, parce que je pense que ces paroles ont été vraiment très, très importantes pour nous, pour se rendre compte de tous ces petits détails, comme elle le dit très justement, mais sur lesquels finalement on peut agir très facilement. Encore faut-il en être au courant. Donc, merci infiniment pour votre témoignage. Et à titre personnel, avec ma cadre, voilà, on fera appel à vous pour qu'on puisse corriger ces petits irritants du quotidien, comme on en parle, mais qui pour vous ont eu un impact très, très important. Donc, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus. Et donc, notre doyen Philippe Rossetti ne pouvait malheureusement pas être là avec nous. Voilà, mais il voulait faire part d'abord de l'originalité de la rencontre. Je pense qu'on a effectivement eu beaucoup de présentations très, très diverses et qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a encore quelques années, d'avoir des témoignages de patients, des prises en charge sur la qualité de vie et l'organisation des services. C'est quelque chose d'assez nouveau maintenant et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Il a souhaité souligner l'importance et la force de la discipline de soins critiques dans le GHU et son niveau d'excellence que je pense beaucoup nous envient. Et ça, je crois que ça c'est très, très vrai. Quand on voit les dépôts de RHU, les obtentions de FHU, tous les PHRC, les PHRIP qui sont menés dans le domaine des soins critiques, je pense qu'effectivement notre GHU a ici une activité tout à fait intéressante et importante et comme il l'a dit, qui nous envie. Et aussi souligner le fait, et ça on ne peut pas lui retirer, le fait que l'UFR soutient par le biais des promotions les jeunes talents en anesthésie-réanimation et en médecine intensive réanimation. Et donc, voilà, c'est quelques mots qu'il souhaitait dire. Donc, moi, à titre personnel, encore une fois, merci à tous les participants, à tous ceux qui sont restés connectés. Ils sont encore très nombreux malgré l'horaire tardif. Et je vous souhaite une très, très bonne après-midi et à très bientôt. Merci.